la Cour de justice de la CEDEAO a condamné mardi le Togo pour violation des droits d'un citoyen togolais à un appel équitable et dans un délai raisonnable. L'affaire remonte à 2015 quand un Togolais, chauffeur de son État, a porté plainte contre son ministère au tribunal du travail de Lomé. Le tribunal a tranché en faveur du ministère. Non satisfait du verdict, le plaignant a introduit un appel en 2016. Cet appel n'est jamais parvenu à la cour d'appel compétente en raison de la négligence du greffe du tribunal du travail, souligne la Cour de justice de la CEDEAO. 8 années sans suite, le plaignant a saisi la Cour de justice de la CEDEAO parce que son appel a accusé un retard de 8 ans. Répondant aux requêtes de la Cour de justice de la CEDEAO, l'État togolais a déclaré d'abord que cette dernière est incompétente, soutenant que le différend relevait plutôt de la justice nationale. Réaffirmant plutôt sa compétence, surtout sur les cas impliquant les violations des droits humains inscrits dans les instruments internationaux auxquels les États de la communauté sont soumis et dont fait partie le Togo, la Cour de justice de la CEDEAO déclare coupable le Togo. Pour elle, le manquement à transmettre l'appel du plaignant viole son droit fondamental à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Le Togo est ainsi condamné à verser 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts aux plaignants. Elle ordonne en plus à l'État togolais de prendre des mesures pour accélérer la procédure d'appel de l'affaire devant les juridictions compétentes. La plupart des communes togolaises sont confrontées à de nombreux problèmes, notamment celui de l'occupation illégale de terrains publics par des commerces ou encore des habitations. Désormais, l'État se décide de régler la question des occupations anarchiques et illégales de ces domaines en lançant un ultimatum de 12 mois aux occupants illégaux. Passé ce délai, l'État prendra des mesures pour récupérer ses biens fonciers. En effet, suite à une opération de recensement réalisée il y a quelques semaines, par le ministère de l'administration territoriale dans plusieurs communes du pays, il est révélé que plus de 68% des domaines de l'État sont occupés sans autorisation, surtout dans le district autonome du Grand Lomé. En réalité, ces espaces sont destinés à accueillir des infrastructures publiques comme des écoles, des marchés ou encore des hôpitaux entre autres, et leurs occupations illégales compromettent la mise en place de ces projets cruciaux. Pour rappel, les domaines de l'État communément appelées réserves administratives sont des parcelles réservées pour servir d'emprise aux services publics et aux installations d'intérêt général. La lutte contre la criminalité et le grand banditisme demeure une priorité pour la police togolaise. Une nouvelle opération a permis à celle-ci de mettre la main sur un réseau de trafiquants d'organes humains. En effet, il s'agit de 4 individus trafiquants d'organes humains et profanateurs de tombes dans la préfecture de Zio. Ces présumés assassins, arrêtés par les éléments du groupement de la gendarmerie de la région maritime à Tchévié, avaient pour plan de vendre un de leurs voisins pour un montant de 5 millions de francs CFA. Selon les faits, le plan étant bien huilé, ils étaient prêts à passer à l'acte le 4 novembre dernier à Gapé Niassivé. L'objectif est de vendre le sang et les organes de leurs victimes à un acquéreur. Pour l'un d'entre eux, la perquisition de son domicile a permis à la gendarmerie de découvrir des stupéfiants et aussi des ossements humains provenant de la profanation d'une tombe. Rappelons que 3 personnes dans le réseau sont de nationalité togolaise alors que le 4e est de nationalité béninoise. Ils sont désormais à la disposition de la justice et devraient être présentés devant les tribunaux dans les jours à venir. Dans le but d'améliorer l'agriculture et l'agro-industrie du Togo, des mesures sont en cours de préparation pour le développement du secteur agricole et pour combattre également la concurrence déloyale. Une annonce faite par le ministre de l'Économie et des Finances lors d'une rencontre du cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. En effet, les opérateurs économiques dans le domaine de l'agriculture font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le manque de compétitivité des produits locaux, l'accès limité au financement et la transhumance. À ces difficultés s'ajoutent les importations frauduleuses qui menacent la compétitivité des entreprises togolaises.
Face à ces difficultés, le gouvernement s'engageant dans un processus de soutien au secteur agricole, des projets sont en cours pour l'amélioration continue du secteur. Il consiste en la création d'une unité de production d'engrais phosphatés dont les études sont en cours pour répondre à la demande croissante en intrants agricoles. Le renforcement des réformes pour assurer une meilleure traçabilité au port de Lomé afin de contrôler les produits importés et assurer la transparence des opérations du commerce extérieur. La mise en place du marquage des produits par l'Office togolais des recettes ainsi que l'incitation fiscale pour encourager les investissements dans les secteurs stratégiques. L'Union européenne a annoncé mardi un prêt de 96 millions de dollars au Cameroun sur 3 ans pour développer ses infrastructures et attirer des investissements étrangers. Ce financement vise des projets stratégiques, l'énergie, les routes et un réseau ferroviaire reliant le Cameroun au Tchad, son voisin enclavé. Un pont sera aussi construit sur le fleuve Ntem pour connecter le Cameroun à la Guinée équatoriale. Le ministre camerounais de l'économie Alamine Ousmane Mey a souligné que ce prêt s'inscrit dans une stratégie visant à moderniser des infrastructures vétustes. Notons que ce financement ne sera pas sans condition. L'Union européenne exige une gestion rigoureuse des fonds face à une corruption estimée à 184 millions de dollars en 2023 au Cameroun. En Ouganda, l'opposant politique historique Kizza Besigye a été inculpé par la Cour martiale générale de Makindye pour possession d'une arme à feu illégale 4 jours après sa disparition dans la capitale kenyane. Âgé de 68 ans, l'ancien président du Forum pour le changement démocratique restera en détention à la prison de Luzira, au sud-est de Kampala jusqu'au 2 décembre. Kizza Besigye, rival de longue date du président ougandais Yoweri Museveni, a disparu dans la capitale kenyane samedi. Il est réapparu mercredi devant un tribunal militaire de l'Ouganda voisin après que ses partisans et son épouse ont dénoncé un enlèvement par l'État ougandais. Le porte-parole du gouvernement ougandais a déclaré mercredi que le pays ne procédait pas à des enlèvements et que les arrestations à l'étranger étaient effectuées en collaboration avec les pays hôtes. Les allégations d'enlèvement et la comparution devant le tribunal ont alimenté les critiques à l'encontre du Kenya en matière de droits de l'homme et de droit international. Au Kenya, le secrétaire principal du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la détention de M. Besigye n'était pas le fait du gouvernement kényan. Il a ajouté que le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête sur la manière dont il a été enlevé de force dans le pays et emmené en Ouganda. Le sommet du G20 s'est achevé mardi avec un moment historique. Le Brésil, à travers son président Luiz Inácio Lula da Silva, a transmis la présidence du groupe à l'Afrique du Sud. Dans son discours de clôture, il a souligné l'importance de ce passage pour l'avenir du G20. Après la présidence sud-africaine, tous les pays du G20 auront exercé la direction du groupe au moins une fois. Ce sera un bon moment pour évaluer le rôle que nous avons joué jusqu'à présent et la manière dont nous devrions agir à l'avenir. L'Afrique du Sud, seul pays africain au G20, prend ainsi les rênes d'un forum qui représente 85% de l'économie mondiale. Nous avons la responsabilité de faire mieux. C'est avec cet espoir que je transmets le marteau de la présidence du G20 au président Ramaphosa. Ce n'est pas une simple passation de présidence, c'est l'expression concrète des liens historiques, économiques, sociaux et culturels qui unissent l'Amérique latine et l'Afrique. Conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, cette présidence offre à l'Afrique du Sud l'occasion de mettre en avant les priorités du continent. Parmi celles-ci figurent la lutte contre les inégalités, le développement des infrastructures et la réforme des institutions mondiales. La Cour pénale internationale a condamné Al-Hassan Ag Abdulaziz à 10 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité liés à son rôle de chef de la police islamique au Mali, sous le régime des rebelles islamistes à Tombouctou en 2012. Reconnu coupable de torture, persécutions religieuses et traitements inhumains, Al-Hassan jouait un rôle clé dans le régime de terreur qui a traumatisé la population. Cependant, il a été acquitté des accusations de violences sexuelles, faute de preuves suffisantes.
Dans ce cas particulier, compte tenu de la superposition substantielle de plusieurs crimes, la Chambre vous condamne, M. Al-Hassan, à une peine de 10 ans d'emprisonnement. La Chambre considère que cette peine est proportionnelle à la gravité des crimes, aux circonstances individuelles et à la culpabilité de M. Al-Hassan. Elle reflète de manière adéquate la forte condamnation de la communauté internationale pour les crimes qu'il a commis et reconnaît le préjudice et les souffrances considérables causées aux victimes. Ce procès fait suite à la condamnation en 2016 d'Ahmad al-Faqih al-Mahdi pour la destruction de sites historiques. Le Mali, comme ses voisins, continue de subir des insurrections djihadistes, tandis que les juntes militaires récemment installées se tournent vers des mercenaires russes après avoir expulsé les forces françaises. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale ce jeudi pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis lors de la guerre à Gaza. Bien que ni Washington ni Tel Aviv ne soient membres de la CPI, les pays de l'Union européenne le sont, ce qui soulève des interrogations sur la position à adopter. Lors de son discours d'adieu au ministre européen des Affaires étrangères et de la Défense, Josep Borrell a brièvement commenté cette décision. Je resterai bref dans mon commentaire. Il ne s'agit pas d'une décision politique, mais d'une décision émanant d'une Cour de justice internationale. Cette décision doit être respectée et exécutée. Je prends acte du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Galland, ainsi que des dirigeants du Hamas. Cette décision est contraignante pour tous les États partis à la Cour, y compris les membres de l'Union européenne, qui sont légalement tenus de s'y conformer. Le Premier ministre israélien a qualifié d'antisémite cette décision venant d'un organe politique partial et discriminatoire. C'est en mai dernier que le procureur de la CPI, Karim Khan, avait demandé un mandat d'arrêt contre Israël, qu'il accuse d'avoir intentionnellement utilisé la faim comme une arme de guerre contre les civils à Gaza.